Santo entend grésiller une sonnerie. Le ton est lointain, mais il lui semble en même temps que cette sonnerie est située à l'intérieur de sa tête. Encore engourdi, Santo sent Maria, sa femme, s'agiter à son tour dans son sommeil. Depuis combien de temps ce maudit téléphone résonne-t-il ainsi? « Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il » demande-t-elle d'une voix pâteuse. Autrefois, Maria chantait, riait ou pleurait normalement. Aujourd'hui, elle n'a plus de raison de chanter ou de rire. Et il ne sert à rien de pleurer. Sans répondre, Santo se laisse glisser du lit sur le bois nu du plancher. Il se dirige tant bien que mal dans l'obscurité jusqu'à l'appareil. « Allô ?» interroge-t-il en décrochant le récepteur. « Santo ?» demande la voix à l'autre bout du fil. Même au plus profond de son sommeil, Santo reconnaîtrait cette voix. Elle parvient à ses oreilles sous la forme d'un sifflement bruyant. C'est le ton d'une personne qui confie à un tiers un grand secret, mais avec le désir de le faire connaître à la ronde. « C'est toi, Johnny? Que diable me veux-tu? »« Santo, vieille branche, est-ce là une façon de répondre à un copain? »« Copain, copain, tu me réveilles au milieu de la nuit. C'est de sommeil que j'ai besoin et non de beaux discours. Il faut tout de même que je travaille pour gagner de quoi nourrir ma famille, non? »« Sans doute, Santo, sans doute. Comment pourrais-je l'oublier? Travailler tout le jour, dormir toute la nuit. Un jour, tu seras le saint patron de toute la classe ouvrière. » « Ne plaisante pas, Johnny, ne plaisante pas. » Santo sent le sommeil le quitter. « Alors écoute, mon vieux, écoute bien. Il ne s'agit pas de beaux discours. Une catastrophe ferroviaire vient de se produire juste à la sortie de Fairbanks. L'un des trains spéciaux en provenance de Miami a quitté les rails ou manqué un arrêt. J'ai pas très bien compris. »« Et alors ?» demande Santo. Johnny respire bruyamment dans l'appareil. « Mais c'est là tout ce que tu trouves à dire? Réfléchis, Santo. Pour une fois, fais fonctionner autre chose que ta bedaine. Ce train spécial était forcément bourré d'un tas de gens matelassés de billets de banque, avec le seul souci de faire l'aller-retour entre New York et Miami, à la recherche d'un endroit pour dilapider leur argent. » Johnny s'interrompt, puis reprend lentement. Il articule chaque mot avec soin, comme s'il enfonçait autant de clous. « Fairbanks, c'est une petite ville. On demande des volontaires pour dégager les cadavres. La police ne peut en venir à bout toute seule. Elle a besoin d'assistance, surtout pour les corps. »« Je ne sais pas, » murmure Santo, plus pour lui-même que pour le téléphone. La voix de Johnny se transforme en un sifflement irrité. Santo se souvient du temps où l'autre, de plusieurs années son cadet, avait pris la parole dans une réunion syndicale. Il se souvient de sa voix, de ses yeux, de ses bras qui se levaient et s'abaissaient sauvagement. « Écoute, Santo, faudra-t-il que je me rende sur place moi-même et que je ramène les pièces à conviction pour que tu puisses te rendre compte? Tu n'auras qu'à te baisser, au mieux vider quelques poches et débarrasser quelques doigts de leurs bagues. Ils sont morts! À quoi pourra-t-il leur servir désormais? Ils sont morts! Qu'as-tu à répondre à ça? »« Tais-toi une seconde, veux-tu? Il faut que j'aie le temps de réfléchir. Il y a d'autres choses à considérer. » Santo ferme les yeux et s'efforce de s'interroger lui-même sur la nature de ces choses. Il se rappelle le temps où il était premier communiant. Comme les réponses étaient faciles en ce temps-là. Les questions, il les avait toutes apprises, mais personne ne lui avait jamais expliqué leur sens. On ne lui avait jamais dit que, quand il faut choisir, quel que soit le choix, il y a toujours quelqu'un pour en pâtir. Cela, il l'a appris tout seul. Il faut toujours que quelqu'un pâtisse. Et chaque porte que l'on ouvre conduit vers une nouvelle porte à ouvrir. La voix de Johnny n'est plus qu'un murmure. « Et ta femme? Et tes gosses? Ton plus jeune fils souffre-t-il toujours du même mal? C'est une toux terrible. On a parfois l'impression que sa poitrine ne va pas y résister. »« Menteur !» murmure Santo qui se passe la main sur le visage. Mais il n'y a pas la moindre colère dans sa voix. Il est tout humide de transpiration.
Johnny sifflote en sourdine à l'autre bout du fil. Santo veut avaler sa salive. Il a dans la bouche un goût rance. « Dans combien de temps tu seras là ?»« Dès que possible, et il me faut le temps de m'habiller. »« Bah tu feras aussi bien de manger un morceau. »« Non, j'ai pas faim. Je prendrai seulement le temps de m'habiller. »« C'est aussi bien. Ce soir, pour une fois, nous pourrons peut-être manger du beefsteak grâce à toi. Ta femme... » « Ne viens pas chez moi. J'irai te rejoindre au coin de la rue. »« Entendu, Santo. Je conduirai le camion de mon cousin Guido. Nous aurons besoin de 2 pioches, d'une pelle et peut-être de... » « Apporte ce que tu voudras. » Santo raccroche sans attendre la réponse et tend l'oreille au silence qui l'environne. Il se sent un peu malade. Il s'efforce de réfléchir, mais il est seulement capable de se souvenir. Il rejoint Maria, à présent assise sur le bord du lit. « Que se passe-t-il » demande-t-elle d'une voix morne. « À qui parlais-tu » Santo saisit les vêtements qu'il a posés sur une chaise la veille au soir et se met en devoir de s'habiller. « Où vas-tu, Santo? Que se passe-t-il » C'était Carlo, au bout du fil, ment promptement Santo. Une catastrophe ferroviaire vient de se produire à la sortie de Fairbanks et on demande des volontaires pour dégager les blessés. La police ne peut pas en venir à bout. Je crois que c'est assez grave. Mais pourquoi toi et pas les autres, les plus jeunes? Je vais me joindre à un groupe de volontaires. Bon Dieu, essaie de comprendre. La situation est tragique. Santo ne supporte pas que sa femme lui parle sur ce ton plaintif. Il sortit à grand-peine de crier. En même temps, les mots s'accrochent au passage au fond de sa gorge. « Vas-tu sacrifier des heures de ton travail? Crois-tu que vous serez indemnisé, Santo ?» Il se retourne pour lui faire face. Elle lui paraît lointaine, pareille à un spectre ou à un personnage de cauchemar. « L'argent !» dit-il avec colère. « Toujours l'argent ! N'existe-t-il donc rien en dehors de l'argent pour toi ?» Il considère sa femme et se surprend à espérer qu'elle va lui faire une autre réponse que celle à laquelle il s'attend. Mais non. « Santo, comment veux-tu qu'il existe autre chose pour nous que l'argent? Nous en manquons tellement. »« Oh, pardonne-moi, » dit Santo. « La compagnie désire notre présence sur les lieux. Ce geste sera mis à son crédit. Nous serons payés. Peut-être toucherons-nous même une prime. » Il finit de s'habiller en silence. Lorsqu'il reporte son regard vers le lit, Maria s'est retournée sur le côté et gît face au mur. Il ne saurait dire si elle s'est rendormie ou non. Alors, saisissant sa veste, il éteint la lumière et s'éclipse, sans faire de bruit, par la porte de devant. Le malheureux Santo semble bien réticent. Parviendra-t-il à accomplir la tâche qu'il s'est fixée? Un mauvais garçon, Johnny, a convaincu son copain Santo, pauvre et misérable ouvrier d'une petite ville américaine, de l'accompagner pour dépouiller les victimes d'une catastrophe ferroviaire. Santo s'est laissé convaincre à regret, mais s'est finalement décidé. Il vient de quitter sa maison et s'apprête à rejoindre Johnny qui passera le prendre en camion au coin de la rue. Santo marche lentement dans le doux matin gris. Les rues dégagent une odeur douce et humide et la fraîcheur évoque des souvenirs à jamais perdus. Son esprit est accaparé par la pensée de Maria et des enfants. Il se présente à son esprit non pas séparément, distinctement, mais comme un magma confus de visages et de noms fondus ensemble et qui n'ont plus d'existence propre. La voix de Maria, le visage du plus jeune de ses fils, une toux, un pleur. Des souvenirs d'autrefois viennent se mêler à ce fouillis qui se modifie à chacun de ses mouvements. Il n'est plus certain de rien.
sauf qu'il a l'impression de se déplacer en dehors du temps. Il marche sans but, se contentant d'avancer. Il se retourne brusquement au bruit du camion qui vient de s'arrêter au bord du trottoir près de lui. La machine s'immobilise dans un bruit de ferraille et la portière s'ouvre. Santo se hisse dans la cabine et referme la portière sur lui. Il s'adosse contre le capitonnage usé et relève le col de sa veste autour de son menton. Johnny a un rire léger, hausse les épaules et donne un coup d'accélérateur. Le camion aborde le virage en grondant, puis s'élance pesamment vers la grande route. « Ah, fais pas cette tête d'enterrement, Santo, c'est pas encore la fin du monde !»« Tout dépend pour qui ?» réplique Santo en évitant son regard. « Les faibles doivent périr afin que les forts puissent survivre. Qu'est-ce que tu dis de ça, Santo ?» « Et les vautours ? Que penses-tu des vautours, Johnny ?» Johnny fait entendre de nouveau son rire léger. Tendant le bras, il applique une tape retentissante sur la cuisse de Santo. « Toi et moi, vautours et consorts. Les vautours qui vont se repaître des dépouilles d'autres vautours. Ils se repaissent de nous lorsqu'ils sont vivants. Et nous, en vautours qui se respectent, nous leur rendons la politesse. » Ils poursuivent leur route en silence jusqu'à l'autoroute et prennent la direction du nord. Johnny siffle sans arrêt la même ritournelle, rapidement obsédante, comme un robinet qui suinte goutte à goutte, quelque part au milieu de la nuit. Santo ferme les yeux pour lui échapper et s'efforce de se détendre. « Tu sais ce qui va pas chez toi, Santo ?» demande Johnny. « C'est que t'es italien. » Santo ouvre les yeux et fixe le long ruban de l'autoroute. « Et tu sais ce qui cloche chez les Italiens ? C'est qu'ils constituent une race entière uniquement composée de ventres ambulants. Les femmes sont toujours enceintes et les hommes n'arrêtent pas de manger. Et je pense pas qu'il y ait eu un Italien auquel il soit venu une autre idée depuis Léonard de Vinci. » « Ça vaut pour toi, Giovanni mio. Oublierais-tu que t'es aussi italien ?» répond Santo d'une voix lasse. « Oui, mais moi j'ai plein d'idées là-dedans, » dit Johnny en se tapotant gentiment la tempe. « Plein d'idées américaines !» Déjà, l'autoroute longe la ligne de chemin de fer. À la première sortie, Johnny s'engage dans un chemin de terre. La catastrophe apparaît à leurs yeux après un virage cahotant sur la droite et lorsqu'ils ont franchi le sommet d'une colline en pente douce. Le camion s'engage lentement sur cette pente. Santo n'a jamais vu de catastrophe ferroviaire. Les seuls trains dont il ait souvenance sont les convois luisants, couleur bleu et argent, qui défilaient avec un bruit de tonnerre devant les équipes travaillant à proximité de la voie, ou les tortillards d'un rouge terni qui s'époumonaient le long de la côte entre les petites stations balnéaires. Le spectacle qui s'offre maintenant à ses yeux ressemble à ce qu'il a pu voir aux informations de la télé. Un chaos de morts entouré de silence. Un amas de ferraille avec des poutres, des éclats de bois et de métal saillants. De place en place, il distingue de petits flocons de fumée qui s'élèvent pour aller se dissiper un peu plus loin. L'étroit épaulement de chaque côté du ballast est pointillé par endroits de couvertures sombres. Il sent le même goût rance que précédemment lui venir à la bouche. 2 corps n'ont pas été recouverts. Peut-être manque-t-on déjà de couverture. Johnny dirige le camion vers une petite tente de toile qui a été dressée vers le centre du sinistre. Un homme brun et trapu en sort et leur fait signe de s'arrêter. Johnny répond d'un geste de la main et immobilise son véhicule près de la tente. Santo tend la main pour ouvrir la portière de son côté. Johnny le retient par la manche. « Eh, au cas où on nous demanderait nos noms, je m'appelle Williams et toi Candoli. » « Compris, Williams, » répond Santo. Ils descendent du camion et Johnny contourne vivement son compagnon pour s'avancer vers le gros homme. « Je m'appelle Williams et voici mon ami Candoli. Nous sommes venus vous offrir nos services. Nous avons appris par la radio que la police ne pouvait dégager tous les blessés et que vous aviez lancé un appel pour recruter des volontaires. »
Le gros homme crache à ses pieds dans la poussière et lance en direction de Santo. « Ouais, pour ça, on peut toujours compter sur la radio. » Qu'entendez-vous par là? On peut toujours compter sur la radio pour exagérer les proportions d'un accident. « Et ça ?» demande Johnny en désignant les wagons renversés et éventrés. « C'est pas le train de plaisir de Miami ?» Il a cessé de sourire. « Pas même celui de Hoboken, mon petit gars, » répond le gros homme en crachant de nouveau par terre. « Puisque vous vous êtes dérangé, vous pouvez peut-être nous aider à déblayer ce Capharnaüm. Nous sommes à court d'outils, peut-être en avez-vous apporté par hasard. »« Oui, nous avons une pioche et 2 pelles, » répond machinalement Santo. Il pourra encore rentrer à temps pour prendre son petit déjeuner et se présenter à son travail à l'heure. Mais avant tout, il voudrait voir son copain, le soi-disant américain, l'homme au cerveau farci d'idées, à l'œuvre. De toute manière, ne sont-ils pas venus offrir leur aide? Empoignez donc vos outils et commencez au bout de la ligne. Nous avons déjà dégagé la majorité des voyageurs, sinon tous. Le train n'était pas très chargé. Si vous découvrez un cadavre, appelez donc un de ces types, il s'en occupera. Il dissimulera sous une couverture. Le gros homme crache de nouveau avant de rentrer sous sa tente. Johnny regarde avec des yeux ronds le petit groupe d'hommes qui se penchent sur leurs outils. Santo revient au camion et en tire la pioche et les 2 pelles. Il met celle-ci sur son épaule et passe la pioche à Johnny. « Volontaire, en avant, marche !»« Ah, quelle malchance! J'en ai le sang qui bout dans mes veines !» Santo laisse échapper un petit rire. Il voudrait s'esclaffer bruyamment et donner de grandes claques dans le dos de Johnny. En fait de train de plaisir, c'est un modeste tortillard qui s'est renversé. Ils descendent le long de la ligne vers le petit groupe d'hommes. Ils rejoignent un homme appuyé sur sa pelle qui observe 2 autres compagnons de travail. Un petit paquet d'étiquettes jaunes apparaît dans la poche de son veston. « Nous sommes volontaires », explique Santo lorsque l'homme lève les yeux vers eux. Il a la même expression que l'homme de la tente. Santo s'attend à le voir cracher d'un instant à l'autre. Malgré tout, il se redresse et dit, après avoir inspecté la ligne à l'arrière du train, « Nous avons déjà déblayé la plus grande partie de ce côté. Je vois pas pourquoi on vous envoie vers nous. Passez plutôt de l'autre côté. Là-bas, ils ont peut-être besoin de vos services. Ils ont commencé après nous. » Johnny et Santo s'exécutent. Tandis qu'ils s'engagent dans la direction indiquée, Johnny ramasse un caillou et le lance vers une poutrelle qui gît en travers de la voie. Elle va frapper un objet en soulevant un petit flocon de poussière. Un objet de couleur jaune renvoie la lumière et déboule dans la terre meuble. On entend soudain un gémissement. Santo étreint l'épaule de Johnny. « Écoute !» Le gémissement s'élève de nouveau. Santo retient sa respiration. Il jette un rapide regard en arrière vers le petit groupe d'hommes dont ils sont séparés par une voiture. Nul ne peut les voir. Un nouvel éclat jaune frappe son regard. Johnny se laisse tomber à genoux et se met à remuer la boue à 2 mains. Il s'assied sur ses talons et tend un bracelet d'or à Santo pour lui permettre de le voir. Santo laisse tomber sa pelle et le repousse de côté, l'écartant de la femme. « Elle est vivante. »« T'es cinglé !» dit Johnny. « Tes oreilles te jouent des tours. Aide-moi à la tirer de là. » Chacun saisissant une extrémité de la poutrelle, il dégage le corps de la femme. Elle est couchée à plat ventre. Il la retourne sur le dos. Santo s'agenouille près d'elle et colle son oreille sur sa poitrine. Il entend son cœur qui bat faiblement et se redresse sur les genoux. « Elle est vivante !» Santo observe Johnny. Il a le regard d'un enfant effrayé. « Son visage, son pauvre visage !» murmure-t-il plaintivement. Santo regarde alors le visage fracassé, couvert de bleu et d'échymose, dont les yeux sont grands ouverts.
Il entend Johnny choir sur les genoux et être pris de vomissements. Pour sa part, il pose de nouveau sa main sur la poitrine de la femme. Il sent le doux battement cadencé du cœur. Et soudain, le vide se fait dans sa tête. La main à plat sur la poitrine, il appuie de toutes ses forces. Santo tend la main et retire une broche du vêtement de la morte. Il s'empare ensuite de 2 bagues. L'une porte un diamant. Il la glisse à son doigt. Elle était pratiquement morte, explique-t-il dans le silence qui les entoure. Elle était morte. Et mes enfants, eux, ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre. Je regrette, mais ainsi va la vie. Du moins, la nôtre. Paul Dickson regarde la femme dont il a tant de fois dessiné ou peint le visage, la femme qu'il a cru ne jamais revoir. Erin, la femme qu'il aurait tellement voulu épouser et qui, voici 3 ans, s'est mariée avec un autre. Elle se tient dans l'encadrement de la porte, sur le seuil de ce qui constitue à la fois son appartement et son atelier. Dans sa petite robe bleu marine, ornée d'un simple rang de perles, elle paraît toute menue et très effrayée. Elle a toujours ses longs cheveux roux, mais elle est complètement décoiffée. Dans les grands yeux verts qui le regardent sans ciller, Paul lit la peur, ainsi qu'un autre sentiment qu'il ne parvient pas à déchiffrer. Comme il reste immobile à la considérer, il ressent ce serrement de cœur, cette douloureuse impression de vide au creux de l'estomac, cette faiblesse soudaine dans les jambes, autant de symptômes familiers attestant que son amour pour Erin n'a nullement faibli. Immobile, il la caresse du regard. Elle a changé en 3 ans. Quelques rides douloureuses ont surgi au coin des yeux. La bouche rieuse a maintenant un pli amer, désabusé. Mais pour lui, elle reste toujours aussi belle. « Paul !» dit-elle d'une voix implorante. Au bout des bras qui pendent avec raideur à ses côtés, les mains tremblent. Paul force ses pieds à bouger et s'efface pour la laisser entrer. Elle passe lentement devant lui, à la façon d'un robot, très droite et la tête haute. Elle gagne directement le divan qui se trouve à l'autre extrémité de la pièce et s'y assoit, les jambes rapprochées, les mains nouées sur les genoux, comme une petite fille bien élevée. Paul referme la porte en écoutant son cœur battre à grands coups dans sa poitrine. Puis, il traverse la pièce à son tour pour s'immobiliser près de sa visiteuse. Il essuie machinalement contre sa blouse ses mains tachées de peinture. Il a tant de choses à lui dire. Sa solitude, combien l'existence lui paraît vide depuis qu'elle a rompu leurs fiançailles, depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Il brûle de s'asseoir à côté d'elle, de la prendre dans ses bras, en lui murmurant de tendres paroles de réconfort. Mais il ouvre la bouche et peut seulement prononcer « Pourquoi es-tu venue, Erin ? Pourquoi ? Après si longtemps. »« Paul, tu es mon seul refuge. »« Refuge ? Tu parais bouleversé. Que se passe-t-il, Erin ? » ?»« C'est Larry. »« Larry, pense Dickson. Larry Garrett. Le mari d'Erin, l'homme qui a détruit leur entente, l'homme qui, par sa faconde et ses cajoleries, a fini par détourner Erin de se marier avec lui, Paul Dickson, ce pauvre petit artiste sans avenir, sur rien du tout, comme il disait.
Larry Garrett, lui, était un homme riche. Il avait une immense situation, occupait une position éminente. Larry Garrett, le beau promoteur immobilier, le politicien d'avenir, le suave, amoral et calculateur Larry Garrett, qui, d'une façon ou d'une autre, parvenait toujours à ses fins. Paul a la gorge sèche. Alors, qu'y a-t-il? Les lèvres d'Erin se mettent à trembler. Paul voit les larmes emplir ses yeux verts, rouler sur ses joues, tandis qu'elle demeure raide comme figée. « Paul !» énonce-t-elle enfin. « Paul, Larry est mort. » Le silence se referme sur la pièce. Même la pendule au-dessus de la cheminée paraît suspendre son tic-tac. Paul, toujours immobile, regarde fixement les larmes qui ruissellent sur le beau visage d'Erin. « Comment? Que dis-tu? » ?»« C'est la vérité, Paul. Larry est mort. Je l'ai tué. »« Tué? Erin, qu'est-ce que... » ?»« Nous nous sommes disputés. C'était terrible, Paul. Nous en sommes venus aux mains. Je l'ai frappé. Je m'étais emparé du gros tisonnier de la cheminée dans la bibliothèque. Et je l'ai frappé. Je l'ai tué, Paul. « Pourquoi ?» demande machinalement ce dernier. « Pourquoi ?» Depuis mon mariage avec Larry, ma vie n'a été qu'un cauchemar, Paul. Quand je t'ai quitté, je croyais bien le connaître. Je croyais l'aimer. Mais j'étais incroyablement naïve, aveugle. Je me trompais du tout au tout. C'était un homme brutal et sans cœur. Il ne m'aimait pas. Il voulait seulement m'avoir à lui pour m'exhiber de manière à rehausser son prestige et faciliter ses ambitions. Et puis il y a eu d'autres femmes, une succession ininterrompue d'autres femmes. Il me parlait d'elles, me donnait des détails. Je ne pouvais plus l'endurer, Paul. Et pourquoi ne l'as-tu pas quitté? Mais j'ai voulu le faire. Presque dès le début. Mais il refusait de consentir au divorce. Il me menaçait. Il disait qu'il me tuerait si jamais j'essayais de le quitter. Pourtant, tu m'avais averti, Paul. Tu l'avais immédiatement percé à jour et tu m'avais mis en garde. Je le sais bien. Qu'est-ce que je dois faire, Paul? Je ne sais pas, Erin. J'ai peur d'appeler la police. Mais pourquoi? Tu peux expliquer qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense, Erin. Mais non, Paul, pas vraiment. Et puis ils s'en rendront compte. Je ne sais pas bien mentir. Ils auront au fait de m'obliger à dire la vérité. Et alors ils me mettront en prison. Je ne pourrai pas le supporter. Tous ces barreaux, ces portes verrouillées, ce sera comme si je vivais toujours avec Larry. Oh, Paul, j'ai si peur, si peur. Erin semble sur le point de défaillir. Paul Dixon s'assoit à côté d'elle, la prend dans ses bras. Elle se laisse aller contre lui en sanglotant désespérément. Je souhaitais tant me libérer de lui. Maintenant, je ne serai plus jamais libre. Même mort, il... Elle s'interrompt et son expression change. Paul, aide-moi, je t'en supplie. Viens à mon secours. Mais que puis-je faire, Erin? Tu sais bien que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, mais que puis-je faire? Je ne veux pas aller en prison, Paul. J'en mourrai. Si on me met en prison, je vais mourir. Sa peur, son désespoir s'exhale d'elle avec force, et tandis qu'il la tient ainsi dans ses bras, Paul est lui-même en proie à un grand tourment intérieur. Cette peur qu'Erin a d'une prison encore plus terrible que celle où Larry Garrett l'a murée est comme un cancer qui la ronge. Paul se révolte à l'idée qu'elle doive endurer cela, et pourtant il n'y a rien qu'il puisse faire. À moins qu'il se trompe. Mais oui, bien sûr. Il y a une chose qu'il peut faire, c'est se sacrifier pour la sauver. Sans elle, il n'est rien. Les 3 années qui viennent de s'écouler lui ont paru complètement vides, comme mortes, et l'avenir qui l'attend n'apportera guère de changement. Paul ne craint pas la prison et la peine de mort vient d'être abolie dans l'État où il réside. Il pourra plaider l'homicide involontaire et s'en tirera avec une peine légère. Quand il sortira de prison, d'ici quelques années, il aura au moins l'espoir
espoir qui lui était dénié ces 3 dernières années, il aura au moins l'espoir que par reconnaissance, peut-être même par amour, Erin accepte enfin de devenir sa femme. Paul Dickson vient de comprendre que c'est là son devoir. Il doit faire cela pour Erin et pour lui-même. Il la regarde, écarte doucement la mèche rousse tombée sur le beau front, puis il lui prend tendrement le menton et oblige la jeune femme à relever la tête. « Erin, écoute-moi bien. Ça va s'arranger. Tout va s'arranger. Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais sortir et je te demande d'attendre 1 demi-heure au moins avant de partir d'ici. À ce moment-là, tu monteras dans ta voiture et tu rentreras directement chez toi. Entendu ? Quel est donc le plan de Paul ? Pense-t-il vraiment pouvoir sauver Erin ? Vous le saurez d'ici quelques instants. Par un bel après-midi de printemps, Paul Dickson, un artiste peintre, a la surprise de voir surgir son ancienne fiancée dans l'appartement qui lui tient lieu d'atelier. Erin, la jeune femme, est bouleversée. Paul, qui l'aime toujours éperdument, alors qu'elle l'a quitté 3 ans plus tôt pour épouser Larry Garrett, tente de la consoler. Erin vient de tuer son mari. Elle a peur d'aller en prison, elle est désespérée. Paul réfléchit un moment, et soudain surgit l'idée. Pour sauver Erin, il va se charger du crime à sa place et gagner ainsi son amour. Il lui explique qu'il va sortir et il lui demande d'attendre 1 demi-heure au moins avant de rentrer directement chez elle. Erin lève sur son compagnon un regard effaré. « Rentrez chez moi, Paul, mais je ne peux pas. »« Si, tu le peux, Erin. Allez, promets-moi de faire tout ce que je te demande. »« Mais où vas-tu aller, Paul ?»« Fais-moi confiance, Erin. Je te demande de me faire confiance. Promets-moi que tu attendras 1 demi-heure avant de partir à ton tour et que tu rentreras directement chez toi. » Erin acquiesce en silence. Paul se lève alors et, avec un sourire rassurant, retire sa blouse, enfile une veste de sport et quitte l'appartement. Il sort sa voiture du garage, puis roule à travers la ville d'une façon presque machinale. Il pense à ce qu'il va dire à la police. Garrett et moi avons eu une altercation. Je savais qu'il maltraitait Erin et j'étais venu lui en parler. Je lui ai demandé de consentir au divorce. Le ton a monté très vite, nous avons eu des mots, au point que, saisissant le tisonnier qui était devant la cheminée, je l'en ai frappé. Et voilà, je l'ai tué. Il demeure possible qu'en dépit de la peur que lui inspire la prison, Erin veuille rétablir les faits en racontant la vérité, mais ce sera trop tard. La police sera déjà convaincue que Paul étant son amant, elle cherche à le protéger, et non le contraire. C'est lui qu'on croira. Ainsi, Erin sera libre, et lui, Paul, pourra de nouveau espérer. Paul Dickson arrive chez les Garrett 20 minutes plus tard. Ils habitent à Beechwood, un quartier résidentiel niché au pied des collines qui s'élèvent au nord de la ville. Dotée de 2 étages, la maison est luxueusement conçue et le jardin, œuvre d'un architecte paysagiste, tout simplement superbe. Dickson gare sa voiture sous le porche devant la porte principale. Après avoir mis pied à terre, il hésite. « La bibliothèque », a dit Erin. Il ne lui faut que quelques minutes pour la trouver, car la porte-fenêtre est grande ouverte. Paul respire profondément et s'aventure à l'intérieur. C'est une vaste pièce. L'immense cheminée lui fait face, avec son âtre de pierre granitée, son manteau de bois sombre et luisant. Le mobilier est ancien. Tapissé de cuir, il devrait donner une impression de confort et de détente, mais l'ambiance est sombre, froide et hostile.
Paul s'avance de quelques pas tout en regardant autour de lui. Un pli creuse son front. Soudain, il entend du bruit. Il se retourne aussitôt. Seigneur, s'agit-il d'un fantôme? Debout sur le seuil de la porte de gauche, un homme presse une serviette tachée de sang contre sa joue. Son visage crispé indique qu'il souffre. C'est Larry Garrett. Paul demeure comme pétrifié sur place. Sa première réaction est bien évidemment le soulagement. Garrett n'est pas mort, Erin ne l'a pas tué. Garrett relève la tête et découvre Paul Dixon. « Ça, par exemple! Paul Dixon, qu'est-ce que vous foutez ici ?» Paul ne sait que répondre. En effet, que dire à un homme qu'on s'attendait à trouver mort? Il se contente de secouer vaguement la tête. Garrett se dirige vers un fauteuil voisin de la cheminée et s'y laisse tomber en grimaçant de douleur lorsque sa nuque touche le capitonnage. Cet homme de forte stature a été un athlète dans sa jeunesse. À présent, il a du ventre et il a le visage bouffi. Paul l'imagine un instant en compagnie d'Erin et chasse vite cette pensée avec dégoût. « Bon Dieu, mais comment êtes-vous entré ici ?» demande Garrett qui l'observe à présent. « Par la porte-fenêtre, je l'ai trouvée ouverte. »« Et qu'est-ce que vous me voulez ?» Paul reste muet. Un petit sourire cruel tord maintenant la bouche de Garrett. « Ah oui, bien sûr. Erin a couru se réfugier auprès de vous après s'être enfui d'ici. »« Non, non, » réplique vite Paul. Trop vite. « Elle est chez vous ?»« Non, naturellement, non. »« Allons donc !»« Voilà qui a dû vous faire un drôle de choc, hein, Dixon? La revoir après tant d'années. J'imagine le tableau. Elle croyait m'avoir tué, la garce, n'est-ce pas? Et vous êtes venu vous en assurer. Vous n'êtes pas déçu, j'espère. » Si, songe Paul. Oh, que si. Tout sentiment de soulagement a maintenant disparu. Il regrette à présent que Garrett ne soit pas mort. Il voudrait l'avoir trouvé étendu par terre, le crâne défoncé, sanglant. Naturellement, il n'en dit rien. « Il s'en est fallu de peu qu'elle ait ma peau, la garce. Regardez mon cou. Je vais garder la cicatrice jusqu'à la fin de mes jours. » Écartant la serviette maculée de sang, il révèle aux yeux de Paul une plaie qui lui ouvre le bas de la joue et le côté du cou. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» demande Paul. « Ce que je vais faire? J'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. »« Vous n'allez pas appeler la police ?»« La police? Non, Dixon, non. Je vais pas appeler la police. Je me propose de régler ça tout seul, avec Erin, et à ma façon. » Paul sent la colère bouillonner en lui. Ses mains se crispent, deviennent des poings. Celui qu'il voit en face de lui est le véritable Larry Garrett, l'homme dénué de cœur, plein de vanité et de ressentiment, débordant de méchanceté, l'homme qui, en public, se dissimule derrière un visage souriant et débonnaire. Paul l'a percé à jour dès l'instant où il a fait sa connaissance, 3 ans auparavant. Mais, à l'époque, Erin n'a pas voulu l'écouter. Elle n'avait d'yeux que pour la puissance que représentait Garrett. Séduite par son charme, elle était incapable de voir ce qui se cachait derrière cette façade. Paul n'a jamais autant haï Larry Garrett qu'en cet instant. « Hé, foutez le camp, Dixon! Débarrassez ma maison de votre présence et n'y remettez jamais plus les pieds! Quant à Erin, si elle n'est pas de retour dans 1 heure, j'appellerai la police. Vous saisissez? » Le tisonnier gît par terre, devant la cheminée. Paul le voit avec son extrémité tachée de sang. Ses paumes deviennent moites, tandis que sa bouche se dessèche et que son cœur bat à grands coups dans sa poitrine. Il n'arrive plus à détacher ses yeux du tisonnier maculé de sang. « Larry !» Ce cri vibrant d'horreur retentit dans le silence glacial de la pièce. Faisant volte-face, Paul découvre Erin dans l'encadrement de la porte-fenêtre, une petite main blanche plaquée sur sa bouche, tandis que ses grands yeux verts expriment une terreur incrédule. Elle a quitté l'appartement trop tôt, devinant peut-être où il avait l'intention d'aller, et elle vient de découvrir en arrivant Garrett dans son fauteuil, Garrett vivant et non mort comme elle l'a cru. Ce dernier braque sur elle un regard mauvais. « Tiens, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, seulement je suis toujours vivant, ma belle. Tu as manqué ton coup. »
Il se lève et s'avance vers elle en lui présentant la serviette pleine de sang. Il progresse lentement, sans la quitter des yeux, et elle reste immobile, pétrifiée, comme fascinée à la vue d'un serpent. C'est alors que Paul réagit, comprenant en un éclair ce que Gareth se propose de faire. Il lui rappellera sans cesse qu'elle a failli le tuer en la menaçant des pires châtiments, comme on fouette un chien pour le contraindre à l'obéissance. Paul ne peut permettre que pareille chose arrive, pas plus qu'il ne peut laisser Erin aller en prison. Se ruant en avant, il saisit le tisonnier et se retourne pour faire face à Gareth. Le tisonnier s'abat avec un bruit fracassant, et Gareth s'effondre lourdement sur le sol, presque aux pieds d'Erin. De nouveau, la jeune femme plaque une main sur sa bouche pour s'empêcher de crier. Un instant, le regard de ses yeux verts se pose sur le corps sans vie de son mari, sur ce magma sanglant qui coule du crâne défoncé. Puis, elle a une sorte de recul et court se réfugier de l'autre côté de la pièce. Paul se sent étrangement calme. Il vient de tuer un homme de sang-froid, et il n'en éprouve cependant aucun remords. « Il fallait que je le fasse, » explique-t-il à Erin. « Je l'ai fait pour toi, Erin. Maintenant, tu ne te sentiras plus prisonnière nulle part. » Lâchant le tisonnier, il exécute un demi-tour et se dirige vers le téléphone posé sur le bureau. Au moment de saisir le combiné, il prend une profonde inspiration, puis compose le numéro de la police. Il sait déjà dans sa tête ce qu'il va dire aux enquêteurs. Il ne voit pas le regard qu'a maintenant Erin pour suivre ses gestes. C'est le regard d'une femme qui n'a pas seulement changé au physique. C'est le regard d'une femme qui, tout au long des 3 années vécues près d'un homme brutal et impitoyable, a été contaminée par cette impitoyable brutalité. Il ne l'entend pas soupirer d'aise à l'idée que Larry Garrett est enfin mort. Bien que le coup asséné par elle n'ait pas eu l'effet souhaité, le résultat final n'en sera pas moins celui qu'elle a prémédité.